de ne pas mettre votre nom sur vos... Je suis d'aujourd'hui, je suis là. Hein? Je vais dire la vérité, d'aujourd'hui, je suis là. Voilà, elle m'a passé qu'à dîner. Voilà, pour le je peux m'en taper facilement. À mon avis, c'est la main. Ni bien, il est maman ma fille, kana sino, kana une semaine. À mon bébé, c'est ma. Si c'est parce que je suis. Pardon, Oui, pardon. pardon, le micro était coupé. Donc, si vous avez des questions, merci d'utiliser la conversation sur le côté et on ne prendra pas de questions orales immédiatement parce que le timing est assez serré. Donc, si vous avez des questions, merci de les mettre dans le chat. Donc, je disais qu'il y avait Madame Frison, Audrey qui est IPA en exercice, Madame Mathieu également, et puis Madame Trumeau et Madame Martinet qui, elle, représente une CPTS. Donc, on a des collègues également de l'ARS. Nous, on fait partie du département maïeutique et profession paramédicale. Et donc, on porte avec Madame Benassaya et moi-même, Madame Chabrou-Vincent, l'appel à candidature et Fatou Diondao, l'appel à candidature IPA. Et on est accompagné de deux collègues, Maëlle Tolodé et Aurélie Angard, qui, elles, ont les sujets de MSP et CPTS et qui, du coup, interviendront pour donner de l'info à ceux qui n'en auraient pas sur ces questions-là, puisqu'il y a du lien avec la pratique avancée et les infirmières libérales. Donc, on va tout d'abord vous présenter le dispositif de soutien que l'on propose pour se former à la pratique avancée en tant qu'infirmière, donc avec un diagnostic et un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, puis ce qui est prévu pour l'appel à candidature 2025 qui est ouvert donc depuis fin mars. Voilà, et on fera intervenir les infirmières de pratique avancée et CPTS et MSP à l'issue de ça. Et puis, il y aura un temps de questions-réponses si vous le souhaitez, enfin, pour ceux qui le souhaitent. Ah oui, il y a certaines, on parlera, en fait, l'ARS est organisée avec un siège, on va dire, et puis à chaque fois, il y a dans chaque département des délégations, des directions départementales dans lesquelles on a des collègues avec qui on travaille sur ces sujets-là. Et donc, certaines des représentants d'aider ARS sont représentés. J'ai vu qu'il y avait Madame Régnier pour la DD 91. Et puis là, j'ai pas la... Célestine Badiane pour le 78. Voilà, Madame Badiane pour le 78 et, et d'autres certainement. Et en tout cas, on le dira dans la présentation, c'est aussi une possibilité quand vous avez ce projet que d'être accompagné et vous avez tout intérêt à vous rapprocher de vos directions départementales de votre secteur pour vous faire accompagner sur votre projet si vous avez ce projet-là.
Donc, ce qu'on peut dire par rapport à cet appel à candidature, c'est qu'il est soutenu depuis 2018 par l'ARS Île-de-France pour à la fois les salariés en établissement ou en structure, centre de santé, établissements médico-sociaux, que les libéraux, dès lors qu'ils exercent en Île-de-France et qu'ils projettent en tout cas d'exercer en Île-de-France, et puis qu'ils sont inscrits sur une formation à l'université reconnu pour délivrer le diplôme d'état de pratique avancée. Donc, ce projet bénéficie d'un fonds d'intervention régional qu'on appelle le FIR. Et pourquoi c'est soutenu? Parce que la pratique avancée apparaît comme une des solutions à plusieurs enjeux de santé publique, entre autres l'amélioration de l'accessibilité aux soins, l'amélioration des parcours patients et de la qualité des soins, avec une diminution aussi du temps de prise en charge. Ça participe de la réduction des inégalités et des disparités sur la région Île-de-France. Et ça, c'est quelque chose auquel l'ARS tient énormément et est premier dans son plan régional de santé. L'optimisation des coûts aussi liés à la santé. Ça peut permettre un autre enjeu, le ralentissement de l'évolution des maladies par un accès plus rapide aux soins, le développement des compétences des patients, de l'entourage et des aidants, parce que vous le verrez que la pratique avancée a un rôle majeur dans la prévention et l'éducation, donc le renforcement de l'éducation thérapeutique, et puis la fidélisation des professionnels de santé par la promotion d'un parcours professionnel riche et varié, en tout cas différent de ce qui peut être proposé et un peu nouveau. Voilà. Donc, soutenir la formation pour favoriser cet exercice et déployer des infirmiers en pratique avancée sur tout le territoire, donc en favorisant un maillage territorial. Par rapport à notre appel à candidature, seront à dossier égal favoriser les départements de grande couronne, puisque c'est là où il y a le moins d'IPA et là où il y a plus de difficultés d'accès aux soins, et le 93 en particulier. Mais bien sûr, à dossier égal, s'il y avait à sélectionner un dossier plus qu'un autre, ce serait le critère du département d'inscription et d'exercice futur de l'infirmière qui départagerait les dossiers. Cet appel à candidature vise à accompagner l'installation du futur IPA libéral, bien sûr dans le respect de la réglementation de l'exercice de la pratique avancée, par les DD et en partenariat avec les CPTS des territoires pour les projets d'infirmières libérales. Ça a aussi un objectif, mais donc ce n'est pas l'objet de ce webinaire, de déployer au sein des établissements de santé ou centres médico-sociaux, centres de santé. Et on a un objectif d'encourager le secteur médico-social. Vous le verrez tout à l'heure, il y a une subvention qui est plus importante pour les établissements du médico-social et les centres de santé, justement pour essayer de favoriser et de développer ce secteur-là. Ce qui est un peu nouveau cette année aussi, l'objectif est d'encourager le développement des liens entre la ville et l'hôpital. Et donc, les projets qui présenteront cet objectif-là pourraient être prioritaires à dossier égal. Voilà. Et l'objectif dernier de l'appel à candidature, c'est également de permettre la continuité de service en facilitant le remplacement de l'infirmier pendant sa formation. Donc, qui est concerné par cet appel à candidature? Donc, il y a 2 cahiers des charges cette année. Un qui est à viser des infirmiers salariés, soit d'un centre de santé, soit d'un établissement de santé, soit un établissement médico-social, et un autre cahier des charges qui est, lui, orienté pour les infirmiers libéraux. Donc, là, on va parler des infirmiers libéraux uniquement. Et donc, les infirmiers libéraux, en candidatant à cet appel à candidature, obtiennent la subvention, si elles sont retenues, une subvention de 32 500 € pour une année ou 2 années, c'est-à-dire 32 500 fois 2 si au moment où vous êtes retenu, vous vous inscrivez pour les 2 ans et que voilà. Donc en fait, vous postulez une seule fois. Et si vous vous inscrivez en M1, vous recevrez 32 500 si vous êtes retenu pour la première année et 32 500 pour la deuxième année, sous réserve de nous fournir votre certificat de scolarité de passage en deuxième année.
Parce qu'il n'y a pas à recandidater l'année d'après. Et si vous êtes déjà en M1 et que vous souhaitez obtenir la subvention pour la deuxième année, c'est possible. Et donc, si vous êtes retenu, voilà, vous recevrez 32 500. Ça n'est pas rétroactif. Voilà. En sachant que, par contre, donc ça n'est pas rétroactif, mais c'est complémentaire de l'avenant 10 de l'assurance maladie qui, elle, peut octroyer 7 500 selon certains critères. On vous a mis le lien sur lequel vous connectez 7 500 par année. Donc, ce qui fait un montant d'aide entre l'ARS et la CPAM de 40 000 € par année de formation. Donc, ça concerne les infirmiers libéraux d'Île-de-France dès lors qu'ils s'engagent à exercer à l'issue de leur formation des fonctions de pratique avancée. Si le dossier est retenu, de fournir un certificat de scolarité dans une université accréditée. En fait, vous faites votre dossier de demande de subvention au niveau de l'ARS et puis en parallèle, vous vous inscrivez à l'université. Votre dossier peut être retenu par l'ARS et dans le meilleur des cas, il est retenu aussi par l'université. Vous allez nous donner votre certificat de scolarité et à partir de ce moment-là, la subvention pourra être versée. Vous pouvez aussi être retenu par l'ARS mais finalement ne pas être retenu par l'université, auquel cas, du coup, on aura une liste d'attente éventuellement. Vous ne recevez pas la subvention puisque vous n'êtes pas inscrit à l'université. Mais c'est à dissocier. Vous devez compléter votre dossier sur le site qu'on va vous présenter après en totalité, le clôturer, même si vous n'avez pas encore la réponse de l'université. C'est deux process distincts. Il vous faudra également attester d'une inscription à l'ordre infirmier et vous engager à répondre aux enquêtes d'évaluation du dispositif que nous menons. Voilà. Pour information, il n'y a pas de mention privilégiée. Le mention, c'est les infirmières en pratique avancée. Il y a 5 mentions qu'on présentera un petit peu plus tard dans le PowerPoint. On ne vous oriente pas vers une mention ou une autre. Toutefois, les infirmières libérales ont quand même majoritairement font le choix de la mention pathologie chronique stabilisée. Et donc ne sont pas concernés dans cet appel à candidature les vacataires, les intérimaires, et que les infirmières libérales doivent pouvoir justifier d'une activité libérale dans leur cabinet ou dans un cabinet. Alors, là, on va parler vraiment de l'appel à candidature. Donc, on vous a expliqué qui est concerné. Maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on cherche dans le dossier que vous allez déposer. Donc, chaque dossier déposé ne sera pas accepté. Le principe, c'est que vous devez faire un dossier qui nous permette de nous assurer que vous avez fait les démarches nécessaires et le cheminement nécessaire pour 2 ans après dans 2 ans, c'est-à-dire à la fin de votre formation, pouvoir vous installer en tant qu'infirmier en pratique avancée. Donc, il est important que vous constituiez un dossier qui soit bien organisé, tant sur la forme que sur le fond. Alors, parlons de la forme. Fatou, tu veux dire ? Donc, oui, ça va aller. Vas-y, on t'entend. Bonjour. En fait, pour la forme, on vous demande de télécharger des pièces exclusivement en PDF, si possible. Ensuite, on vous demande de bien vérifier que les fichiers sont téléchargeables, parce que parfois, vous nous transmettez des fichiers, on n'est pas en mesure de les télécharger ou de les visualiser. Sur les fichiers que vous allez nous transmettre, on vous demande aussi de bien mettre sur chaque page vos noms et prénoms sur le projet que vous allez nous transmettre et les autres documents normalement. Ça ne pose pas de soucis. Et ensuite, une chose très importante pour le dépôt sur la plateforme Démarche simplifiée, lorsque vous faites votre dépôt, on a eu des cas où vous n'alliez pas jusqu'au bout et vous croyez que l'ARS avait reçu le dossier, alors que tant que le dossier n'est pas finalisé et que vous ayez reçu un mail de la plateforme vous certifiant que le dépôt a bien été validé, nous, on ne le voit pas de notre côté. C'est-à-dire que tant qu'il reste en brouillon ou il est en cours
de rédaction de votre côté. Nous, on n'a pas la visibilité dessus. Du coup, il faut vraiment que vous ayez au bout de la démarche et que vous receviez un mail de confirmation pour que nous, on puisse le recevoir et l'examiner. Je pense que j'ai dit les principales choses sur lesquelles il faudra faire attention. Après, nous, on n'hésite pas à vous relancer s'il y a un souci sur les fichiers ou autre chose. Mais une fois déposé. Oui, une fois déposé. Oui, parce que comme le dit ma collègue, la visibilité. si vous n'allez pas au bout de la démarche, nous, on n'a à aucun moment la visibilité de ce que vous faites. Et, donc vous devez recevoir un mail qui va déterminer la finalisation de votre démarche. Donc, on rappelle également que tout dossier déposé donc, ne sera pas automatiquement accepté. On a un comité de lecture et de sélection qui va étudier chaque dossier et donc on va réaliser un classement avec des critères. Et comme on vous le disait tout à l'heure, il va y avoir une liste principale. Donc, dans un premier temps, vous allez recevoir une première réponse. Soit on vous dit qu'on vous accepte dans le financement. Et donc, dans un deuxième temps, on attendra l'acceptation de l'université et donc on pourra aller jusqu'au versement. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, parfois vous obtenez l'accord de l'ARS, mais l'université ne vous retient pas. Et donc, on va créer une liste complémentaire qui va nous permettre de pouvoir appeler dans un deuxième temps des candidats qui finalement étaient classés en limite, mais qui pourraient être financés. Donc, lisez bien le mail que vous allez recevoir et lorsque c'est une liste complémentaire, bah, c'est un peu comme pour d'autres organisations. Il faut attendre que des gens se délistent pour qu'on puisse vous appeler. Donc, ça peut venir jusqu'à un peu au dernier moment. Le dernier moment, c'est l'entrée à l'université. Donc, le seul dépôt du dossier ne vaut pas acceptation. Hein. On entend parfois, mais j'ai déposé un dossier, je pensais que vous me financiez. Non. Pourquoi non? Parce qu'on doit lire dans votre dossier plusieurs éléments contextuels, avoir une description claire de votre cheminement professionnel, avoir des objectifs précis sur ce que vous voulez faire en tant qu'IPA. On ne doute pas de vos capacités et de l'activité que vous avez en tant qu'IDE. Le sujet n'est absolument pas là. Nous, ce qu'on attend, c'est que vous connaissiez la formation IPA, vous connaissiez la formation dans laquelle vous allez vous inscrire et vous projeter vers la profession d'IPA. S'installer en tant qu'IPA en libéral, c'est quelque chose qui peut être complexe. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est savoir si vous avez bien pris connaissance de ce qui va se passer une fois que vous aurez obtenu votre grade master, diplôme d'État en pratique avancée. Donc, vous devez démontrer une réflexion sur votre pratique actuelle, sur la pratique future que vous voulez mettre en place en tant qu'IPA, et ainsi que votre positionnement au sein d'un réseau pluriprofessionnel. En tant qu'IPA, vous ne pouvez pas travailler seul. Alors, ça ne veut pas dire que vous dépendez de quelqu'un, mais ça veut dire que vous allez vous intégrer dans une organisation qu'on va décrire un petit peu plus loin. Donc, il faut qu'on ait dans votre dossier déjà une réflexion sur les partenariats de travail que vous allez envisager avec les professionnels médicaux ou paramédicaux. Ou qu'ils ont déjà. Ou que vous avez déjà, effectivement. Donc, bien sûr que vous voulez vous inscrire dans une évolution de carrière, une évolution d'activité, mais nous, il faut aussi que vous vous inscriviez dans une démarche d'amélioration et d'accessibilité aux soins sur le territoire. Notre but, c'est l'implantation des IPA. Toutes les ARS n'accompagnent pas les IPA dans le déploiement. Nous, on en est persuadés, on en est convaincus. Mais pour ça, il faut que vous puissiez aussi nous permettre d'être sûr que vous avez bien, que vous répondez bien aux critères. Donc, il faut que vous nous expliquiez que vous avez une bonne connaissance de l'activité en tant que futur IPA et que vous avez un rôle et un travail sur les usagers, les patients, que vous avez bien pris en compte. En quoi vous, en tant qu'infirmier actuellement, et je répète, on n'est pas là pour juger le travail que vous faites, mais bien pour vous projeter vers une future fonction, vous allez pouvoir améliorer ou accompagner des patients ou des usagers dans votre exercice libéral. Ce qu'on cherche aussi à voir, c'est comment vous allez pouvoir imaginer le développement entre la ville et l'hôpital.
comment votre projet va se présenter et avec quel partenariat, par exemple, entre des hospitaliers ou avec d'autres libéraux, et comment la coordination entre les professionnels médicaux et paramédicaux, que vous soyez en ville ou que vous alliez travailler ensuite avec des professionnels à l'hôpital ou en établissement d'EHPAD, voilà, comment vous allez vous articuler et voilà, comment vous allez vous articuler. Donc, on rappelle que les infirmiers en pratique avancée, donc vous êtes des auxiliaires médicaux et que vous allez travailler au regard de textes et notamment une loi du Code de la santé publique qui est la loi 4301-1. Vous inscrivez au sein vous devez vous inscrire, pardon, au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonné par un médecin des armées. Ou vous allez travailler au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées. Là, on est plutôt sur le versant hospitalier ou établissement. Vous pouvez travailler en assistance d'un médecin spécialiste hors soins primaires en pratique ambulatoire ou en assistance d'un médecin du travail. Quoi qu'il en soit, la loi précise et encadre l'exercice. De ce fait, vous ne pouvez pas dans votre projet nous dire que vous allez vous installer seul, au milieu de rien et avec personne. Il faut qu'il y ait un contexte professionnel qu'on puisse voir. Alors, on a bien conscience que le projet que vous créez aujourd'hui, il ne se mettra en œuvre au plus tôt qu'en septembre 2027, puisque la fin de la formation, c'est entre septembre et décembre 2027. Vous imaginez des choses qui peut-être ne seront pas tout à fait les mêmes quand vous allez vous installer. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est savoir si vous avez bien compris dans quel contexte vous allez travailler une fois que vous serez diplômé. On rappelle également que ce document est individuel. Même si vous travaillez au sein par exemple, d'une maison pluriprofessionnelle et que vous êtes plusieurs engagés dans cette structure, c'est votre dossier et c'est votre cheminement. Je dirais la même chose demain, on dira la même chose demain quand c'est dans un établissement hospitalier, quand c'est la Pitié-Salpêtrière, vous pouvez avoir 10 candidatures, mais 10 candidatures qui ne peuvent pas être les mêmes puisque chaque professionnel et chaque dossier est différent. Il s'inscrit dans un projet plus largement. Voilà, exactement. Vous inscrivez dans un projet plus largement. Alors, le projet, après, il peut être, à un moment, il peut retrouver effectivement des liens ou une cohérence entre plusieurs personnes. Mais quoi qu'il en soit, à un moment, il faut que votre projet il soit quand même individuel. Tout document que vous pouvez annexer qui va démontrer une démarche engagée auprès d'un ou deux professionnels au sein de, je sais pas, ou du territoire avec d'autres personnes qui soutiennent votre projet sur un projet de santé, sur une adhésion à une structure, que ce soit MSP ou CPTS, et mes collègues vous en parleront après. Quoi qu'il en soit, tout ce qui peut aider et favoriser votre dossier, vous pouvez nous l'annexer, ça nous montrera les démarches que vous engagez. Une remarque importante, le projet doit être construit en lien avec une des 5 mentions du diplôme d'État d'IPA. Vous ne pouvez pas avoir un projet dont la qualification n'existe pas au regard du diplôme d'État d'IPA. Par exemple, si vous voulez avoir un axe sur l'asthme et sur la pneumologie, vous ne pouvez pas vous indiquer « je vais être IPA, asthme et pneumologie ». Ça n'existe pas. Il faut que vous lisiez bien les mentions IPA, que vous réfléchissiez bien à quelle mention vous voulez vous inscrire et que votre projet tourne autour de ça. On a dit tout à l'heure et on le redit, très souvent, les infirmiers libéraux s'inscrivent dans la pratique pathologie chronique stabilisée. Voilà, nous, vous vous inscrivez dans la mention que vous le souhaitez. Nous, on n'a pas d'avis là-dessus. En tout cas, c'est une des 5. Que ça soit argumenté dans votre projet, en fait, le pourquoi vous choisissez, enfin, vous envisagez de choisir cette mention. Après, ça peut aussi changer. Donc, pour vous projeter dans une mention. Et pour compléter sur la mention pathologie chronique stabilisée, vous verrez, il y a un article
un arrêté qui fixe les pathologies concernées par cette pathologie chronique stabilisée. L'asthme n'en fait pas partie. Tout ce qui relève de l'ophtalmologie, par exemple, c'est pas parce que vous choisissez pathologie chronique stabilisée que toute pathologie chronique peut amener un exercice en pratique avancée. Les pathologies sont identifiées dans le texte 2018. Alors voilà, là on voulait juste vous faire un petit bilan très rapide du nombre d'infirmiers subventionnés entre 2018 et 2024. Donc on en a sélectionné en libéral 68. À titre d'information, en 2024, on a financé 16 infirmiers libéraux et cela a représenté une enveloppe de 520 000 euros. Et on a financé 16 infirmiers libéraux, à la différence de l'année précédente où on en avait reçu, en 2023, on en a financé 55 et en 2022, 14. On en a financé 16 parce qu'on en a reçu très peu. Hein. Ouais. Donc, on essaye, parce qu'il y a une question dans le chat sur est-ce qu'on a un quota. On n'a pas de quota et on a été en dessous de l'enveloppe. On avait une enveloppe plus importante pour les libéraux que nous n'avons pas utilisée par défaut de dossier. Donc là, juste en bilan sur les 3 dernières années, donc les départements qui ont été financés au niveau des libéraux et des structures. Voilà, donc vous voyez, on a eu 28 dossiers l'année dernière de libéraux et on n'en a financé que 16. Donc pourquoi on n'a pas financé les 28? Parce que les 12 non retenus étaient insuffisants. Ou pas d'inscription à l'université. Ou pas d'inscription à l'université, exactement. Donc voilà, c'est pourquoi on insiste sur la qualité du dossier que vous allez nous amener. Vous allez faire peu ou prou le même dossier pour l'université. Hein, vous verrez qu'ils ont des pièces communes. Voilà, mais quand vous candidatez pour l'ARS, vous ne candidatez pas pour l'université et vice-versa. Enfin, il faut être un petit peu aussi malin et adapter votre dossier à l'organisme auquel vous allez répondre. Donc, l'appel à projet, il correspond à un calendrier que nous avons calqué depuis 2024 sur les réponses universitaires. Alors, même si cette année, on a été un petit peu plus tardif sur le démarrage de l'appel à candidature suite à un budget voté très tardivement, hein, ça c'est pas de notre faute, mais c'est vrai que le budget a tardé, donc on n'a pas pu ouvrir avant. On a malgré tout gardé un arbitrage et une décision au moment où vous allez avoir la réponse de l'université. Donc, on répète bien, la réponse universitaire, le dossier universitaire, c'est une chose, l'ARS, c'est une autre chose. Donc, nous, notre démarrage, il est déjà prêt, donc vous pouvez déjà candidater. La clôture de l'appel à candidature sera le 12 mai 2025, délai de rigueur, c'est-à-dire 23h59. C'est une plateforme. On n'a pas la main sur la fin, c'est lui qui est préprogrammé pour ça. Aucun dossier à partir du 13 mai 0h01 ne sera accepté. L'étude des dossiers, donc ça en interne, se fera en mai. On arbitre mi-juin et au plus tard, vous aurez les résultats début juillet. Les universités répondent en général dans la mi-juin, deuxième quinzaine de juin. Le déblocage des fonds se fera en novembre 2025. Ça, il faut que vraiment vous le compreniez. Il y a tout un travail administratif avec une convention qui va se faire entre vous et l'ARS. Et donc, le déblocage des fonds se fera en novembre 2025. Même si vous avez commencé votre formation en septembre, il faut que vous estimiez l'arrivée de l'argent en novembre 2025. Sous réserve d'avoir eu votre certificat et donc l'inscription à l'université. Et alors, quelque chose de très important, vous allez mettre en veille peut-être votre activité professionnelle. Ça vous appartient, comment vous allez vous organiser. Nous, on n'a pas d'avis là-dessus. Toutefois, votre RIB doit être le même pendant les 2 années qui vont se passer pour qu'on puisse payer en novembre 2025 et si vous faites votre formation sur 2 ans, en novembre 2026. Donc, ça veut dire que même si vous
fermez votre cabinet, vous le mettez en veille, ou que vous vous organisez autrement par rapport à votre cabinet, il faudra garder votre compte RIB. Et nous rappelons également que nous ne payons que des RIB professionnels. Nous devons avoir le justificatif de votre activité par un document de SIRET, et le RIB doit être à l'adresse de votre activité. Nous ne pouvons pas payer monsieur ou madame, mais on va payer un cabinet libéral ou vous-même en tant que libéral. Donc, les mentions qui sont possibles, donc les 5 mentions, donc PCS, oncologie, hématologie, maladie rénale chronique, dialyse, transformation rénale, la psychiatrie et la santé mentale, et la mention urgence. Les universités franciliennes sont notées sur la partie gauche. Donc, vous avez 6 universités qui ne font pas toutes les mêmes mentions, qui n'ont pas toutes le même curriculum de formation et qui n'ont pas toutes les mêmes séquences de formation. Donc là, c'est auprès des universités que vous devez vous prendre à tâche et voir si la formation se fait à temps plein, à mi-temps, en présentiel et distanciel, en hybridation. Nous n'avons pas cette connaissance fine de leur organisation. Donc peut-être que la mention PCS je ne sais pas, à Paris Nord va être en 100%. Peut-être que dans d'autres universités, ça va être à 80%. Ça, il faut que vous vous en renseigniez auprès des universités. Nous vous avons mis les universités franciliennes. Vous pouvez tout à fait vous inscrire dans une université en France. Il y a 33 universités en France qui dispensent le grade de diplôme d'État en pratique avancée. Nous n'avons absolument aucun problème à ce que vous fassiez votre formation ailleurs qu'en Île-de-France. Donc, je l'ai dit. Voilà, donc, toutes les informations qu'on vient de vous donner sont à consulter sur le site Internet. Vous avez sur ce site Internet l'ensemble des liens. Vous avez les inscriptions, donc ne vous trompez pas, il y a 2 liens d'inscription sur démarche simplifiée. Il y a pour les libéraux et pour les structures. Donc ne vous trompez pas, allez bien sur les libéraux. Vous avez également une foire aux questions. Vous aurez l'enregistrement de cette séquence et plusieurs informations qui pourront vous être rappelées. Vous avez également un site qui est le PAPS, et le portail PAPS Île-de-France, où vous avez tout des onglets avec des informations que nous vous avons mis sur la pratique avancée, voilà, sur la carrière, sur ce que vous pouvez faire en tant qu'infirmier en pratique avancée. Il y a un lien vers un guide IPA et MSP. Aussi, oui. Et puis, la foire aux questions, donc c'est celle avec les questions qu'on a colligées depuis 2024. On va alimenter avec les questions que vous allez nous apporter aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Et si malgré toutes nos explications, nos documents, vous avez encore des questions sur le dispositif, nous vous avons mis notre adresse ARS où nous répondrons sous quelques jours pour pouvoir vous aider à peut-être débloquer une situation ou à répondre à une question qui ne serait pas disponible sur notre site. Donc, on va continuer les démarches et ensuite, on va répondre à vos questions. On a un temps prévu sur les questions. On voit qu'il y a des questions sur le chat, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue. J'avais ma caméra, mais je peux. Ah oui, ma caméra. Oui. Tu me dis quand tu veux que j'avance. Bonjour, Maëlle Tolodé, je suis référente MSP et puis j'ai ma collègue Aurélie juste à côté, Aurélie Engarde pour les CBTS. Donc là, c'est une présentation succincte des MSP. La plupart, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Là, c'est vraiment le b.a.-ba pour ceux qui n'ont pas ces notions. Donc, un petit récapitulatif, la MSP, c'est constitué d'une équipe pluriprofessionnelle libérale. Il faut à minima 2 médecins de premier recours et un auxiliaire médical, donc un paramédical.
Et donc, ça englobe les professions médicales, médecins généralistes, médecins spécialistes, sages-femmes ou autres, les pharmaciens. Il peut y avoir des biologistes à titre individuel et pas le laboratoire, mais c'est vraiment à titre individuel, et des auxiliaires médicaux, donc infirmiers, kinés, pédicure podologue, ergothérapeutes, etc. Et puis après, il peut y avoir d'autres acteurs qui peuvent être inclus dans le projet de santé, ostéopathes, psychologues, enseignants d'activités adaptées et autres. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est surtout la MSP, ce qui va différencier la MSP, par exemple, d'un cabinet de groupe libéral, c'est qu'il y a une coordination, enfin, le but principal de la MSP, c'est la coordination autour d'une patientèle commune ou non, mais il peut y avoir la patientèle de la MSP, un projet de santé commun, et c'est ça qui fait que en tant qu'IPA, il peut être plus intéressant d'exercer en MSP ou on verra après en CPTS, puisque comparé à un exercice isolé ou un exercice en cabinet de groupe où il n'y a pas forcément de coordination autour d'un projet de santé commun, là, vous allez travailler avec une équipe qui travaille déjà ensemble, qui travaille sur des axes de santé déjà ensemble, où les médecins sont habitués à travailler en coopération, la majorité des cas en tout cas, en coopération avec le reste de l'équipe. Et puis souvent aussi, il y a quand même, c'est pas forcément dans toutes les MSP, mais il y a cette acculturation quand même des médecins qui exercent en MSP, de l'exercice en coopération et de l'exercice avec les infirmiers et les IPA aussi. Donc c'est ça un peu la différence avancée. Ça, c'est des petites précisions en plus. Une MSP, ça peut être monosite, donc dans les mêmes murs, en fait, dans un seul lieu, dans une maison, si vous voulez, une maison de santé. Mais ça peut aussi être hors les murs. Donc, certains professionnels de la MSP peuvent exercer chacun dans son cabinet, mais vous êtes réunis sous la même structure juridique, donc en association ou en CISA, la structuration qui est obligatoire pour toucher les financements de l'assurance maladie. Mais voilà, ça reste une équipe commune, même si la MSP est éclatée, on va dire, en différents sites. Et donc là, c'est ce que je vous disais, à ne pas confondre avec un cabinet de groupe monoprofessionnel ou pluriprofessionnel. Le cabinet monoprofessionnel, ça va être par exemple juste un cabinet médical ou juste un cabinet d'infirmier, par exemple. Le regroupement immobilier, ça, vous allez avoir des cabinets de groupe où vous pouvez avoir le kiné, l'infirmier, le médecin, mais il n'y a pas forcément de projet. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas assuré qu'il y a vraiment de la coopération. Peut-être qu'il y a de la coopération, parce qu'il y a des cabinets de groupe qui fonctionnent finalement comme des MSP, mais c'est vrai que normalement, le label MSP, si on peut parler de label, ça vous permet d'être assuré qu'il y a eu un exercice coordonné, un projet de santé commun, et donc voilà, qu'il y a des actions communes et que ce sera plus facile pour vous en fait d'exercer dans ce type de structure. Et à différencier aussi des centres de santé. Les centres de santé, c'est pareil, c'est pluriprofessionnel. Il y a un projet de santé, pardon, mais par contre, c'est du salariat. Donc là, j'imagine que vous êtes en majorité libéraux aujourd'hui, donc ce n'est pas ce qui vous conviendra le plus, à part si vous changez de mode d'exercice. Mais voilà un peu pour la présentation succincte. Je crois que c'était la dernière diapo. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, on répondra peut-être au fur et à mesure. Ouais. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat, on va balayer après. Il y a déjà les CPTS et les IPA qui répondent. Ah bah super, oh, bah, très bien. Très bien, donc dernière présentation sur les CPTS. Alors, bonjour, je suis Aurélie Angard, je suis référente régionale sur les CPTS et les équipes de soins spécialisés. Ah d'accord, pardon. Tout le monde va voir. Alors, en fait, les CPTS, succinctement, donc c'est des communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'apporter une réponse, en fait, aux besoins de santé d'une population et d'un territoire déterminé. Donc, c'est porté par des professionnels de santé. C'est un mode d'exercice coordonné entre acteurs de santé, une équipe pluriprofessionnelle qui a créé un projet de santé commun, justement, pour répondre à ces besoins de santé. Donc, l'objectif principal, c'est favoriser l'accès aux soins, organiser les soins. Donc, il y a différentes missions. Elles sont financées également par un ACI, par l'assurance maladie, notamment sur certaines missions qu'elles ont. Ça va être répondre aux demandes de soins non programmés, la mise en place de parcours coordonnés, favoriser la prévention. Donc, à la différence d'une MSP ou d'un centre de santé, ce n'est pas une structure de soins. Ils sont là pour coordonner
un système, effectivement, ne donne pas du soin. Donc en gros, les CPTS, elles fonctionnent, à mettre en place un projet de santé. Donc ce projet de santé, en fait, il va aider, en fait, aux professionnels d'un même territoire de s'organiser, pour répondre à, en fait, à des problématiques communes. Alors soit déterminées par, dans tous les cas, déterminées par un diagnostic territorial de santé, donc sur, le territoire de la CPTS. Et en fonction des besoins aussi qui remontent, de ces professionnels de santé, par rapport au territoire en question. Sachant qu'il peut y avoir qu'une seule CPTS sur un territoire donné. Un des enjeux, en fait, de la CPTS, c'est de faire fédérer des professionnels justement pour, créer une dynamique collective au sein, d'un territoire. Et donc c'est là où, à une CPTS, en fait, si vous les contactez, que vous souhaitez effectivement créer une équipe professionnelle pourra vous aider justement, parce qu'il y a dans la mise en place de parcours, donc il y a les parcours chroniques ou autres, et pourrait effectivement, vous aider à vous mettre en relation justement, pour créer en fait cette, pluriprofessionnalité. Et donc, Oui. alors à travers les CPTS, en fait, l'objectif, c'est de fédérer, d'apporter une réponse à un besoin populationnel. Donc elle travaille avec plein de dispositifs, autour de la santé, donc comme les contrats locaux de santé, les équipes de soins spécialisées et le DAC, le SAC. Ça, c'est juste un petit peu, une petite diapositive pour vous expliquer avec qui elles travaillent les CPTS. C'est très, 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 pluriprofessionnel et très, fédérateur. Et donc là, c'est une petite carte, en fait, comme vous pouvez le voir, donc et ça peut vous aider également dans votre projet. L'Île-de-France est très bien maillée en CPTS, quasiment tout le territoire est maillé, alors soit sur une CPTS, qui fonctionne déjà, donc ça, c'est les verts foncés, soit qui est en cours de création, donc c'est les verts clairs, et les bleus, c'est celles qui ont émis, une idée de projet et qui doit être mûrie avant de pouvoir, se lancer. Et donc, la page suivante, là, je vous ai donné, donc, je sais pas, je pense que la diapo sera Oui. Sur le site sur de le l'ARS. site. Donc là, vous avez les liens justement pour contacter les CPTS, si vous souhaitez effectivement avoir des informations, en sachant qu'un des rôles aussi de la CPTS, c'est d'améliorer, certaines, elles ont des missions pour améliorer l'attractivité du territoire, et donc les IPA, elles ont un rôle aussi à jouer là-dedans. Et voilà. Merci beaucoup Maëlle et Aurélie pour cette information. Voilà, donc je vais arrêter le partage et comme on vous l'a dit au début, on a des IPA qui sont connectés et notamment des IPA d'une CPTS dans le 91. Donc, on va regarder maintenant les questions dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main maintenant pour les questions. On a une demi-heure de temps pour pouvoir vous répondre. Merci en tout cas pour votre attention. Témoigner et répondre. Témoigner et répondre. Alors, Bonjour. Bonjour. Concernant le témoignage, oui, Claire Mollereau de la CPTS Nord-Est-Sonigi, est-ce que vous souhaitez qu'on présente brièvement les projets du territoire et qu'on réponde ensuite aux questions, ou vous souhaitez commencer par les questions avant le témoignage? Peut-être le témoignage, mais vraiment très rapidement. Rapide, en moins de 2 minutes. On voudrait vraiment laisser la parole aux personnes qui sont connectées pour répondre à leurs questions. Donc voilà. Même s'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on a été répondu sur le côté. Allez-y, mais vraiment 2 minutes. Ok, je vais juste recontextualiser du coup avant de passer la main à Émilie et Virginie qui sont les CPA qui exercent sur le territoire de la CPTS. Recontextualiser un peu le besoin auquel répondent du coup les infirmières en pratique avancée que vous avez évoqué brièvement, mais de manière généraliste, peut-être pour exemplifier un peu de manière plus précise l'action des IPA sur le territoire nord-eston, du coup qui couvre 6 communes et qui présente notamment un contexte territorial de socio-économique de précarité assez fort, une forte tension de l'accès aux soins de premier et de second recours, une fragilité aussi qui est très accrue, de nombreux patients en ALD et, comme partout ailleurs, une pénurie de médecins traitants. Et donc, les IPA sont venus en renfort sur ce territoire qui a une forte culture de l'exercice coordonné, puisque sur les 6 communes, il y a maintenant 10 maisons de santé. Donc, il y a aussi un vivier qui favorise, comme vous le disiez en introduction,
cet exercice coordonné et donc l'émergence des IPA, puisque en Essonne, c'est sur ce territoire que se sont installées et ont été diplômées les premières infirmières en pratique avancée exerçant en structure d'exercice de soins primaires, donc en MSP. Et donc, pour répondre à ce contexte très difficile, il y a eu 2 axes qui ont été favorisés afin de libérer du temps médical, du coup, des patients, des médecins traitants, renforcer le suivi et sécuriser les parcours, et aussi réduire l'isolement en adoptant une approche d'aller vers les patients les plus fragiles et en facilitant, comme vous le disiez, le lien ville-hôpital, mais aussi le lien entre le premier et le second recours avec un avis d'experts de proximité facilité. Et donc, c'est sur 2 projets, 2 axes que les infirmières en pratique avancée se sont mobilisées, à la fois sur la mise en place d'une équipe mobile d'infirmières en pratique avancée et à la fois sur la promotion de la pratique avancée avec une offre d'accompagnement personnalisé pour les infirmiers libéraux qui souhaitent s'engager dans un cursus en pratique avancée. Donc, je vais laisser la main du coup rapidement à Émilie Martinet et Virginie Trumeau, qui sont du coup les 2 porteuses de ces 2 projets sur le territoire. Et ce que présente Madame Mollereau en tant que CPTS, en fait, il y a aussi d'autres, enfin sur les autres départements, des CPTS qui se sont emparés également de cette mission, hein, ce qu'on peut dire. Donc c'est pas spécifique et unique sur le 91, c'est un témoignage et du coup on peut en retrouver sur les autres départements également. Pardon, Oui, ce qui Madame. est spécifique et unique sur le département, c'est du coup l'offre d'accompagnement personnalisé suite à la délégation de l'ARS pour accompagner les infirmières libérales du département à son. Il y a d'autres CPTS qui accompagnent également. D'accord, on a Hors une enveloppe 91. financière pour le faire. C'est pour ça que je me permets du coup de dire qu'il y a une délégation départementale à ce niveau-là, puisqu'en fait, on a signé une convention. Merci. Madame Martinet? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, je suis Émilie Martinet. Alors pour vous décrire un petit peu le parcours, je suis infirmière depuis 17 ans. J'ai exercé en libéral pendant 7 ans et je me suis inscrite et lancée dans la formation de master en pratique avancée en 2020. Donc, à la suite de mon libéral. Donc là, depuis 2022, j'exerce dans une maison de santé sur Paris-Vieille-Poste, donc dans le 91, en collaboration avec 10 médecins généralistes et 22 professionnels. Donc, comme le disait Madame Claire Mollereau, la coordinatrice de la CPTS, sur le territoire Nord-Essonne, on a mis en place plusieurs actions en tant qu'IPA, puisqu'il y a ma collègue Virginie qui est sur Savigny. On a mis en place une équipe mobile d'IPA, en infirmière en pratique avancée, où on intervient au domicile des patients les plus fragiles qui ne sont pas en capacité de se déplacer. Donc, toujours en lien avec les médecins traitants. C'est de l'accompagnement en équipe. Voilà. Je ne sais pas si Madame si Virginie, tu veux compléter? Bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Trumeau, je suis IPA aussi dans l'Essonne. Je pense tout a un peu été dit. On va aussi laisser la parole à d'autres collègues pour s'exprimer. Mais l'idée, c'est de se dire que l'ARS est là pour vous accompagner dans votre projet, mais que vous avez aussi des collègues sur le terrain qui sont en capacité de vous répondre et qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. On peut laisser nos mails, on peut laisser nos coordonnées. Et on a vécu l'expérience de la formation. Moi, j'ai vécu l'expérience du financement par l'ARS, donc l'accompagnement. Et du coup, voilà, on peut peut-être en parler de manière un peu plus personnalisée si vous en avez besoin. Et en attendant, s'il y a besoin, on peut répondre aux questions. Merci Madame Trumeau. On a aussi 2 autres IPA libérales qui sont avec nous, mais là, on va peut-être prendre des questions. Et puis, n'hésitez pas, hein, Madame Frison et Madame Mathieu, si vous avez à ajouter. Voilà, la parole circule. Voilà, Madame Frison, elle met voilà. sur le 95, une CPTS accompagne aussi les projets et elle met l'adresse mail sur le 95. Et je pense que Madame Mathieu, c'est DD77, non? Oui, tout à fait. Avec la DD77, on a un projet aussi de porter l'implantation des IPA sur le territoire, donc en mode de podcast. Mais c'est pareil, il faut vraiment considérer les CPTS comme des facilitateurs au niveau de l'installation. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers elles. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que les IPA, elles n'ont pas aussi qu'un rôle de suivi de pathologie chronique, mais avec toutes les missions transverses. Et c'est vrai que pour les IPA qui veulent s'installer hors exercice coordonné, elles ne pourront vivre que de leur activité de suivi avec la nomenclature de la CEPAM. Quand on fait partie d'un exercice coordonné, on peut aussi faire valoriser tout le temps
dédiés aux missions transverses, que ce soit de l'ETP, que ce soit porter des projets de coordination. Voilà, là, la semaine dernière, moi, donc, j'exerce au sein d'une maison de santé. J'ai porté la mise en place d'un atelier prévention des chutes chez les seniors. Et tout ça, en fait, c'est du temps que je peux faire rémunérer à côté, en plus des missions de suivi. Et puis, dans le décret de compétences des IPA, il n'y a pas que le suivi clinique, hein, il y a aussi la recherche, il y a aussi la coordination de parcours, le TP. Donc voilà, donc c'est intéressant et surtout de ne pas oublier que l'IPA n'a pas que la casquette du suivi clinique. Alors, on affectionne tous plus ou moins une branche du décret, mais l'exercice coordonné permet de valoriser ce temps en fait de mission transverse. Voilà. Et donc effectivement au sein de la CPTS, donc moi c'est Lien Santé 77, donc sur Marne-et-Gondoire et Val d'Europe, donc territoire de Seine-et-Marne. Du coup, on travaille activement à pouvoir faciliter l'installation des IPA en ayant déjà des contacts de médecins qui sont en recherche, potentiellement pouvoir les insérer dans des futurs locaux. Enfin voilà, vraiment en mode facilitateur. Merci beaucoup, Madame Mathieu. Il y a eu des questions sur les modalités de financement. Peut-être nous aussi, notre retour d'expérience sur ce dispositif qu'on porte depuis plusieurs années, il n'est pas sans conséquence de repartir à l'université pendant 2 ans sur les coûts de formation d'une part et la rémunération d'autre part. On n'a absolument aucun conseil à vous donner sur ce qui va se passer, mais vous dire qu'il faut vraiment envisager les choses en vous disant que si vous êtes à l'université toute la journée et toute la semaine, bah comment pendant ce temps-là, vous allez pouvoir avoir un fonctionnement financier. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et là, vous avez des collègues dans la salle. Vous avez également des associations. Hein, vous avez l'UNIPA, l'AMFIPA, qui sont 2 associations d'IPA et qui peuvent aussi vous permettre de réfléchir. Ils ne vont pas vous donner de l'argent, mais ils peuvent réfléchir aussi et vous donner des expériences sur ça. Sur les frais de formation, ça, c'est à l'université qu'il faut demander. Et on avait une question sur est-ce que c'est pris en charge par le DPC. Ça, c'est vraiment à l'université qu'il faut vous renseigner ou auprès des organismes concernés. Nous, ce qu'on va vous octroyer comme aide de 32 500 plus les 7 500 si vous êtes éligible par l'assurance maladie, on sait que ça n'est pas suffisant pour vous faire permettre de vivre durant l'année de formation. Donc voilà, il y a aussi cette réflexion à avoir et je vous mets vraiment en garde parce que bon, vous avez, ça aide bien, mais ça ne peut pas compenser l'intégralité. Après, ce que vous faites en dehors des heures de formation, si vous continuez votre activité ou pas, si vous avez une remplaçante, tout ça, nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est de vous faire arriver à avoir une possibilité d'acquérir le diplôme. Par expérience et pour en avoir parlé longuement, c'est un master qui est assez riche, qui est complet, qui demande beaucoup de temps aussi personnel. Donc voilà, donc peut-être que votre réflexion, elle est pour cette année, peut-être qu'elle est pour l'année prochaine. En tout cas, si vous avez le financement, il sera versé en novembre. Peu importe ce que vous avez gagné durant l'année et ce que ça va vous octroyer comme impôt l'année prochaine, nous, on vous accorde un financement, il sera versé en novembre. Donc, je vous mets aussi en garde parce que c'est souvent des questions, est-ce que vous pouvez différer le paiement? Non, nous, on n'est pas du tout une banque, hein, donc on ne peut pas différer. Voilà, donc c'est aussi une réflexion à avoir. Et lors de votre installation, il y a des questions qui sont posées. Est-ce que je peux être IPA et continuer un exercice libéral en tant qu'infirmière? Oui, il y en a qui le font. Après, je laisse mes collègues, enfin les collègues IPA, pardon, qui vont pouvoir répondre aussi sur l'installation, la déclaration à l'assurance maladie et tous les rouages qui sont peut-être plus précis. Moi, je vais bien prendre la parole si vous voulez. Donc, Audrey Frison, infirmière en pratique avancée libérale et exclusive. Depuis 1 an, je suis en maison de santé pluriprofessionnelle dans le 95. Et donc, non, je réponds très fortement à cette question en disant non, une fois diplômé, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'IDEL et IPA libéral à la même adresse. Et ça, aujourd'hui, c'est encore formel. C'est l'ordre des infirmiers qui a mis ça en place. Enfin, c'est l'ordre qui décide et qui valide ou pas votre installation. Toutes les demandes sont rejetées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit d'intérêts derrière
Et je sais aussi que l'ordre est en train de voir un petit peu et de traiter un petit peu le sujet, de voir comment on peut plus ou moins détourner un petit peu cette problématique-là. Après, j'ai envie de vous dire, enfin, ça c'est personnel, hein, mon vécu personnel. Une fois que vous êtes IPA, bah, vous êtes passé à un niveau, je ne vais pas dire supérieur, mais à un autre niveau. Et du coup, il est aussi, même pour mes collègues qui continuent leur activité mixte, le temps d'avoir une patientèle et que soit suffisant pour en vivre, on ne reste pas très très longtemps IDEL et IPA. La transition sur le début de l'exercice peut être facilitante parce qu'on a besoin de vivre à côté, mais restez pas fixé sur ouais, mais si je peux plus faire IDEL, enfin, vous ferez probablement, et je ne mettrai pas mes deux mains à couper, mais presque, que IPA à un moment donné. Donc, ne soyez pas bloqués en fait là-dessus, quoi. Merci, Madame Frison. Madame Mathieu? Oui, pour rebondir sur les aides complémentaires aussi, n'hésitez pas à solliciter le CPF, le compte de formation. Vous savez que les libéraux, depuis plusieurs années, on a une enveloppe de 500 € par an. Donc moi, je me suis rendu compte que j'avais de l'argent qui dormait sur le CPF. Donc du coup, je l'ai pu le débloquer pour la première année. Et ensuite, le FIFPL, donc le Fonds d'indemnisation des professions libérales, la formation ne rentre pas dans le cadre du DPC. Vous pouvez solliciter le FIFPL. Donc le FIFPL, c'est vous établissez, vous avez un compte, hein, vous ouvrez une demande de prise en charge, vous avancez la totalité et on vous rembourse en fin d'année. Donc ça avait très bien fonctionné pour moi. Voilà, on ne peut pas cumuler une année CPF et FIFPL, mais on peut faire une année CPF et une année FIFPL. Donc ça permet aussi de descendre la note des frais universitaires qui sont vraiment fac dépendants. Donc là, pour le coup, on n'a pas de réponse fixe à vous donner. On vous invite à voir directement avec les universités. Quelqu'un demande si on doit se radier de l'URSSAF ou de la carte PIMCO. Surtout pas. Surtout pas. Alors, sachez aussi que pendant votre formation, et les URSSAF aujourd'hui sont très au clair aussi de la pratique avancée. Donc, vous avez aussi la possibilité de les informer que vous rentrez en formation. Et donc, après, ça permet aussi de négocier avec eux en fait, le paiement en fait, de vos charges. Donc, et de ne pas vous faire assassiner alors qu'on sait qu'au bout d'un an déjà de formation, vous allez avoir une perte de salaire et donc une diminution des cotisations. Donc, pas hésiter non plus à informer les URSSAF en leur disant, bah voilà, je rentre à la fac et généralement, ils sont assez arrangeants. Nous, on ne fait pas de radiation. Je pense que c'est un autre sujet, le sujet de l'installation. Après, effectivement, il y a des démarches, il y a des accompagnements. Comme l'on dit tout à l'heure, il y a les associations, UNIPA, Amphipa. On a aussi des espèces de petits collèges qui se construisent un petit peu partout où on peut vous aider individuellement aussi lorsque vous serez diplômé sur les formalités administratives à l'installation. Mais non, on ne se radie pas, surtout pas, hein, des URSSAF et ne vous radiez pas parce que dès l'instant que vous avez le financement déjà ARS, comme elles l'ont précisé tout à l'heure, c'est sur votre compte professionnel. Et donc, votre compte professionnel, il faut toujours que vous ayez votre compte URSSAF d'actif. Virginie, une main levée. Allez-y, posez des questions aussi à l'oral. Hein, n'hésitez pas. Oui, allô, bonjour, moi c'est Maria. Bonjour, je suis Maria, une infirmière libérale récemment installée. Du coup, j'avais ces projets depuis que j'étais à l'IPSI. Donc, comme j'étais infirmière chez moi au Congo et quand j'ai commencé l'IPSI en 2019, j'avais le projet déjà de faire l'UPA. Et là, avec le libéral, j'ai du coup, donc, je me suis décidée sur les pathologies chroniques stabilisées. Donc, bref, au fait, j'allais demander dans la subvention de l'ARS, les 32 500 là. Au fait, c'est exonéré aux impôts ou bien comment l'utiliser? C'est pour payer nos charges dans du genre frais de cabinet qu'on a, le charge et tout. Donc, j'aimerais un peu avoir une idée là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr. Non, ce n'est pas exonéré de charges. Hein, donc, vous aurez, ça tombe sur votre compte professionnel et donc, vous aurez de l'URSSAF à payer. Et donc, ça rentre dans votre exercice, dans votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, du coup, vous aurez à reverser.
C'était la première question. Et vous m'avez demandé. À quoi ça sert? Bah oui. Ah oui, à quoi ça sert? Bah, ça sert à vous permettre soit de prendre une remplaçante au sein de votre cabinet, à payer une partie des frais de formation, à vous permettre de subvenir aussi à vos besoins. Nous avions, il y a quelques années, encore très, très enfermé cette aide en vous obligeant, en ciblant des objectifs très précis. De remplacement, par exemple. Et on a beaucoup concerté, notamment les IPA qui ont obtenu ce financement. Et voilà, on a réfléchi à être moins prescriptif. Toutefois, cet argent est effectivement très important pour vous permettre d'avancer dans votre formation. Parce que je voyais, il y avait un message, qu'est-ce qu'on fait de nos patients? Bah oui, vos patients, effectivement, en général, vous demandez à une collègue de vous remplacer ou vous redispatchez, excusez-moi du terme, vous redispatchez vos patients sur des collègues de votre cabinet si vous êtes plusieurs infirmières. Voilà. Après, pour être passée par là il n'y a pas longtemps, ça a été des gros questionnements aussi, parce que du coup, j'étais libérale, de savoir ce que j'allais faire de la patientèle. Donc déjà, on était 2 au cabinet, mais je ne voulais pas impacter non plus mon départ en formation sur ma collègue. Donc, au début, je me suis dit, je vais pas m'arrêter de travailler et je vais faire 15 jours de fac et 15 jours de cabinet. Bon, ça, concrètement, c'est pas viable sur 2 ans parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, l'aide permet vraiment de pouvoir s'épanouir dans la formation. Donc, pour ma part, j'avais fait le choix d'avoir 15 jours d'université et de continuer à travailler 8-9 jours par mois au cabinet, ce qui me permettait, pour le coup, d'avoir du temps personnel pour le dédier à la formation et au temps d'écriture, recherche qui font partie de la formation. Donc, vouloir ne pas diminuer son activité au cabinet, je pense que c'est une erreur. Après, une fois qu'on a déterminé combien de temps on peut se permettre de ne pas travailler, chercher des remplaçants pour les 4, 5, 6, 10 jours par mois, comme vous l'entendez, pour pouvoir faire la continuité des soins au cabinet. Et effectivement, pour ce qui est comptabilité, ne pas hésiter à se tourner vers la comptable du cabinet qui va pouvoir vous faire des projections, ce qui va vous permettre, pour le coup, comme il y aura une baisse d'activité, de pouvoir commencer à diminuer les charges progressivement, et qu'elles soient en lien avec votre activité, durant les 2 ans. Merci beaucoup. Joanita, vous avez levé la main. Oui, bonjour. 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 Alors, moi, je me présente, je suis infirmière libérale depuis 15 ans, donc sur la commune de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. Et nous sommes en création d'une MSP, en cours de création d'une MSP. Et je voudrais savoir s'il faut que la MSP soit finie. Donc commence à fonctionner avant de demander donc la formation d'IPA, ou pendant qu'on est en projet de création, je peux donc faire la demande de la formation que ce soit auprès de l'université ou de l'ARS pour le financement. Tu veux répondre? Vas-y, si tu veux. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme disaient mes collègues tout à l'heure, c'est plus votre projet que vous allez décrire dans le dossier du coup de candidature en fait qui est important, mais il n'y a pas de souci si la MSP n'est pas encore finalisée ni ouverte. Oui, à partir du moment où vous vous projetez et que vous démontrez que vous avez des contacts, de toute façon, vous avez 2 ans pour. Vous pouvez vous inscrire en MSP avant d'être IPA, et puis après d'être IPA en MSP. De toute façon, pour pouvoir exercer en tant qu'IPA, l'inscription en MSP ou en équipe de soins primaires est obligatoire. Oui. Donc, d'accord. Merci. Allez, il nous reste 5 minutes. D'autres questions? Virginie. Oui, alors si Virginie peut s'exprimer. Ouais, on vous entend pas en fait. Parce que c'est moi qui baisse votre main, parce que comme. Me mettez Virginie, je vous appelle par votre prénom parce que c'est le seul nom qu'on voit. Mettez peut-être. Voilà, son micro. Ça, mettez une question dans le chat. On va vous répondre.
Alors, pour 2026, on peut dire que depuis 2018 et la création du diplôme, l'ARS soutient les infirmiers dans cette démarche. On n'a aucune visibilité d'une année sur l'autre, même si c'est un projet qui est porté par l'ARS Île-de-France et soutenu par notre DG et par nous-mêmes. Pour ne rien vous cacher, cette année a été très compliquée en termes de budget au niveau national et on a espéré avoir ce budget, on l'a eu, mais on ne peut vraiment pas se projeter sur 2026. Il n'y a rien qui nous dit qu'on ne l'aura pas. Voilà, mais vous savez bien qu'il y a une certaine fragilité parfois gouvernementale, donc je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Combien d'IPA ont été financés depuis la création en 2018? Je sais 400. Alors, sur l'ARS, en Île-de-France, donc. C'était présenté dans le diaporama, mais non, repartage pas. Juste. Voilà, donc depuis 2018, on a financé 468 infirmiers ou infirmières en Île-de-France, 68 en libéral, 400 salariés. Voilà, et ici, vous avez les chiffres donc, du nombre de dossiers réceptionnés, du nombre de dossiers financés par structure. Donc, structure, c'est tout ce qui est établissement hospitalier, centre de santé, EHPAD, hôpital des armées, et en libéral. Et juste pour revenir sur une question qui, à mon avis, turlupine beaucoup d'IDEL qui veulent se lancer dans le parcours IPA, sur la question de la rémunération. Après, il faut juste se dire aussi qu'on quitte une activité qui roule et qu'on repart à zéro. Donc, effectivement, les débuts, voilà, il faut construire le parcours, il faut s'entourer des personnes qui ont compris ce que pouvait apporter une IPA dans le parcours du soin. Et puis je suis diplômée depuis le mois de septembre, j'ai commencé mon activité en octobre et je vis de mon activité. C'est simplement qu'effectivement, on n'a pas les mêmes conditions de travail. On va travailler avec 1, 2, 5, 10 médecins. Donc, il faut aussi se laisser du temps de rôder sa pratique. Et puis aussi, on est des nouveaux acteurs dans le parcours de prise en charge. Il faut que les médecins s'habituent à travailler avec nous. Il faut qu'on nous se réhabitue à travailler en équipe parce qu'on était tout seul dans notre voiture. Et puis, il faut que le patient adhère aussi. Ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, c'est pas impossible en fait. Merci pour cette note positive. Ah oui, moi je voudrais en ajouter une autre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous questionnez, qu'il y a déjà peut-être quelque chose qui mûrit chez vous et n'hésitez pas en fait. J'ai envie de vous dire, les freins financiers, on arrive toujours à s'en sortir. Alors oui, les 40 000 €, ça tombe d'un coup. Oui, il y a peut-être une gymnastique avec l'expert comptable à faire, ce que moi j'ai réussi à faire, donc c'est pas impossible. Et donc après, c'est quand même quelque chose qui soutient et faut pas se le voiler, se le mentir. C'est pas infaisable de retourner à l'école. Quand on a envie, ouais, on fait des sacrifices. Oui, pendant 2 ans, vous allez moduler, vous allez peut-être changer un petit peu votre vie privée, votre vie perso, votre cabinet. Si vous n'êtes pas seul, vos collègues, elles peuvent aussi vous appuyer. Et si vous avez envie d'y aller, allez-y en fait. Rien n'est infaisable. La preuve, on y est arrivé, on est là et pourquoi pas vous en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va rester peut-être sur cette note positive et puis se dire que voilà, les expériences sont positives. Et pourquoi pas vous, quoi. Oui, exactement. Et je suppose que Madame Frison, Madame Mathieu et pour toutes celles qui sont là, les IPA, vous vous questionniez certainement à hauteur des questions des collègues qui sont autour de l'écran. Donc, en tout cas, merci à vous pour votre participation. Et j'ajouterai, vous vous questionniez et ce que vous aviez envisagé au moment où vous avez déposé le dossier et ce qui s'est concrètement mis en place 2 ans ou 3 ans après a aussi beaucoup évolué. Donc, voilà, c'est normal et on le sait. Donc, soyez pas
inquiet d'écrire des choses qui sont encore un peu pas complètement affirmées, mais démontrer que vous vous êtes fait accompagner par une CPTS, que vous avez pris des contacts, que là, il y a quelqu'un qui disait, il y a des médecins qui disent, ils se rencontrent, ben, démontrer qu'il y en a quelques-uns, enfin, que vous êtes en train, que vous allez y travailler, que, voilà, que vous êtes rapproché d'IPA du territoire. Enfin, voilà, démontrez-nous ça dans vos dossiers et on se dira pourquoi pas vous. Ouais, il y a demain, mais du coup, on était plutôt parti pour clôturer. Maria, si c'est une question Très rapide. Oui, bonjour, excusez-moi. J'aimerais juste avoir les contacts de Madame Frisson, comme je suis dans les 95, pour avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Si c'est possible, merci. Ouais. Elle va vous mettre dans le chat, je suppose. Et Monsieur Merci. Viguier? Avec, Ah, mais c'est ARS, avec Monsieur Viguier, plaisir. je me disais, je connais. Vous avez levé la main, Monsieur Viguier? Vous m'entendez? Très mal. De loin, ouais. Ah, de loin. Non, c'était juste en interne, en fait. Bon, je m'en excuse, je suis arrivé en retard à l'échange avec les infirmières, là. Mais c'était pour savoir si je pouvais recevoir par mail les diaporamas que vous avez présentés, voilà, de 12h30 à 13h15 à peu près, voilà. Sans problème, on va faire ça. Et Monsieur Viguier, vous êtes sur quel DD? DD 78. D'accord, ok. Donc avec Madame Badiane. On va D'accord, très bien. envoyer au DD. Tout à fait, Oui, ouais. on va vous envoyer, vous inquiétez pas, ça marche. Merci beaucoup. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont connectés et surtout un grand merci à nos IPA. Je pense que c'est important et à la CPTS, c'est important voilà, de mettre en contact des personnes qui ont les mêmes sujets que vous. Et on vous souhaite une bonne réflexion. Merci aussi à nos collègues Aurélie et Maëlle. Bonne réflexion, vous avez notre adresse de contact en cas de besoin. Et voilà, bon cheminement et peut-être à bientôt pour vous lire. Merci beaucoup et merci à mes collègues avec qui c'est un plaisir de travailler sur ce sujet IPA. Merci à vous, mesdames. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.
Je suis dégoûtée, j'ai perdu le truc que j'étais en train de lire.